Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faberglass et puis cette semaine, je le dis à toutes les semaines, je suis vraiment très excité pour l'épisode parce que moi, vous le savez, je suis un gars de Jiu-Jitsu et puis j'ai hâte de savoir quand que ça va débloquer au Québec les compétitions de Jiu-Jitsu et je reçois exactement la bonne personne pour ça cette semaine. C'est Johnny Zemouli, c'est lui qui représente le Jiu-Jitsu dans le comité actuel qui est en discussion pour justement légaliser ça. On obtient beaucoup d'informations dans mon entrevue avec Johnny. Donc, pour tout mon monde de Jiu, celle-là est pour vous, fait que j'espère que vous avez de l'apprécier. Ensuite, on continue avec notre couverture de l'UFC Edmonton. Je reçois Felicia Spencer, que son deuxième combat dans l'UFC va avoir lieu à Edmonton. Ça va être le co-main event et ça va être contre Chris Cyborg. C'est un peu ça qui arrive quand tu te bats à 145 livres chez les dames. Il y a juste 2 ou 3 personnes dans la division. Elle en a battu une, elle doit affronter l'autre, c'est Cyborg. Donc on lui parle de ça et de bien plus. Et finalement, je reçois Tanner Boser, le poids lourd canadien qui vient de l'Alberta, qui va avoir un hometown match-up à Edmonton. À l'UFC 240, ses débuts UFC qui sont years in the making. Le Tanner Boser va faire 5-6 ans que c'est le meilleur heavyweight au Canada. Et puis il rentre finalement dans l'UFC. Il va finalement obtenir son opportunité. Et puis on lui parle de ça, de Giacomo Lemos qui est son adversaire et de plein d'autres choses. Donc bon épisode à tous. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast cette semaine. Et puis moi là, présentement, je suis extrêmement excité parce que tout le monde le sait, si ça fait un bout que vous m'écoutez, je suis un gars qui fait du Jiu-Jitsu. J'adore le Jiu-Jitsu, je fais beaucoup de compétitions et tout. Malheureusement, on peut pas faire ça au Québec, mais on a aujourd'hui avec nous quelqu'un qui va pouvoir faire le point sur toute cette situation-là parce qu'il est impliqué dans tout le processus de nous ramener ça, ces compétitions de Jiu-Jitsu brésilien-là. Et je parle de Johnny Zemouli, Black Belt et instructeur chez OMA BJJ. Wow, je droppais le sel, pas grave, je suis trop excité, t'as vu, j'échappe tout. Comment ça va, Johnny? Ça va très très bien, au top, tout va bien. Yes, donc on est là aujourd'hui, comme je disais, pour jaser de la situation du Jiu-Jitsu brésilien au Québec et voir dans le fond qu'est-ce qui se passait avec ça, comment ça avançait, quelles avaient été comme les dernières avancées dans ce dossier-là finalement. Bon, en fait, si on revient à la base, c'est plus un problème criminel qu'un problème sportif en fait. Donc ça veut dire que il y avait une loi fédérale qui a été prise en compte parce qu'il n'y a pas de décret provincial au Québec. Là, ils sont en train justement de travailler sur un décret provincial, mais ça prend du temps, c'est beaucoup de papier, c'est beaucoup de travail, puis ils veulent vraiment avoir l'avis de tout le monde. Donc ils ont créé un comité. Ce comité, principalement, ce qui est très drôle, c'est que dans la plupart des gens du comité, je suis le seul qui a le sport illégal, puisque les autres sports sont le karaté, la boxe, le taekwondo, le judo. Donc c'est assez drôle de voir ce comité-là parce que je leur ai fait justement part de ça en disant que j'étais le seul qui était illégal. Mais si par exemple le karaté en 2024 sont plus aux Jeux Olympiques, si par exemple la boxe à cause des histoires de corruption sont plus aux Jeux Olympiques, ils sont dans la même situation que nous. Donc c'est très important que ce comité soit en place pour qu'on fasse avancer les choses. Ouais, fait que dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que ça touche pas mal tous les sports amateurs qui sont pas régis par une fédération olympique, finalement. C'est à peu près ça? En gros, c'est ça. C'est que la loi, comme elle est faite au niveau fédéral, explique en fait que si c'est pas un sport olympique, techniquement, on n'a pas le droit de faire de compétition. Mais ça a été interprété de cette façon-là. Mais c'est pas vraiment ça qui a été voulu. Ce qui a été voulu, c'était une loi pour encadrer au niveau fédéral et que chaque, après, province devait faire son décret. Le Québec n'en a jamais fait. Et moi, j'ai un petit souci. Mon petit chat qui a décidé de venir sur le podcast avec moi. Ouais, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, à partir de ce moment-là, comme il n'y a pas de décret qui a été fait au Québec, la police a été voir dans les lois et a vu que comme il n'y avait pas de décret, ils ont dit « Ok, on va reprendre la loi fédérale ». La loi fédérale parlait seulement des sports olympiques, donc qui sont actuellement la lutte, les deux luttes en fait, la boxe amateur, le taekwondo, le karaté et le judo. Donc, s'ils ne sont pas sur le programme olympique et présents aux Jeux olympiques, tous les autres sports de combat amateurs n'ont pas le droit de faire de compétition. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais c'est vraiment une interprétation de la police. C'est-à-dire que la police n'a pas voulu se casser la tête et a voulu dire qu'il n'y a rien. Bien sûr, il faut qu'il y ait une plainte pour que la police se déplace sur l'événement. S'il n'y a pas de plainte, la police ne vient pas. Ça ne les intéresse pas plus que ça. Ils ne sont pas contre nous. Ils sont juste, ils n'ont pas envie d'entendre parler de nous. Puis comme il y a eu des histoires, des chicanes entre promoteurs de MMA, ils ont mis tout le monde dans le même wagon et on est tous maintenant dans la même situation. Donc on ne peut pas faire de compétition au Québec actuellement.
Non, exactement. Donc, c'est sûr, nous autres, faut se déplacer en Ontario, là, présentement, où ils ont réglé la situation, là, peut-être, je sais pas, environ 1 an d'ici, je dirais, peut-être un petit peu plus tard que ça. 2 déjà? 2 ans déjà. Ah, ok, ça a passé vite, dans le fond. Et puis, non, c'est ça, donc en Ontario ou aux États-Unis aussi, ils font des... je sais que Grappling Industry, là, ils ont fait quelques compétitions qui appelaient... c'était sur la border, là, c'était à Plattsburgh, donc il y a beaucoup de Québécois qui ont plus se déplacé là. Mais crime, c'est vrai que c'est plate, parce qu'à Montréal, on avait vraiment des belles compétitions, le calibre était toujours excellent, puis c'était pas loin, tu sais, moi je suis de la Rive-Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu, fait que c'est moins compliqué pour moi d'aller là que d'aller virer à Ottawa, où il faut littéralement que t'aies un endroit pour coucher, puis un endroit pour... tu sais, faut faire tes affaires la veille de la compétition, parce que si tu compétitionnes tôt le matin, tu veux pas vraiment partir à 4h30 de la Rive-Sud pour arriver à temps pour ton match, et puis ces affaires-là. Donc, ce que je pense qui est important que nous, on sache, c'est qu'est-ce que nous, en tant que pratiquants de Jiu-Jitsu, qu'est-ce qu'on peut faire présentement, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour, tu sais, juste améliorer la cause, amener plus de vues, plus d'awareness à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire là, en tant que pratiquant du sport? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le gouvernement nous écoute. Avant les élections, le gouvernement ne nous écoutait pas. Après les élections, je dis pas que c'est les élections qui ont déclenché ça spécialement, mais on a des personnes dans mon entourage qui sont très bons en communication. On a une grosse exposition au niveau journaux, télé, ces choses-là, alors que par rapport au sport qu'on fait, l'exposition qu'on a, on ne devrait pas en avoir autant normalement. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a décidé de nous écouter et ont mis la direction de la sécurité des sports, qui fait partie du gouvernement de Trois-Rivières, sur le sujet, pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Mais ils veulent pas le faire précipitamment, puis faire comme ils ont fait dans certaines provinces où ils ont dit « Ok, parfait, c'est une fédération en place, on leur donne à eux ». Si c'était comme ça, nous, on n'a pas de fédération en place, on n'a rien qui a été reconnu, on est très loin d'être structuré. Donc à partir de là, on n'aurait même pas de jiu-jitsu s'il fallait que la fédération soit reconnue, ça prend encore 2-3 ans de plus. Donc eux, ce qui est important pour eux, au niveau du gouvernement, c'est la sécurité. C'est vraiment, il y a 3 points qui sont vraiment importants, c'est la sécurité des lieux, sécurité des combattants et sécurité sur l'événement, c'est-à-dire les services médicaux, les choses comme ça. Ça, c'est les points les plus importants. Bien sûr, le problème, c'est que on ne fait pas juste partie des arts martiaux au niveau des sports. Il y a beaucoup de choses dans le ministère des Sports, parce qu'il y a aussi l'éducation. Et leurs gros sujets principaux pour le moment, c'est l'harcèlement sexuel des enfants et les commotions cérébrales. Donc je laisse imaginer que c'est des chantiers bien plus importants que la légalisation des arts martiaux. C'est-à-dire c'est des gros sujets. Mais malgré ça, sur 6 conseillers qu'ils ont, ils en ont mis 2 exclusivement sur le dossier des arts martiaux pour que ça se règle. Ils ont monté un comité, dont je fais partie, pour représenter le jiu-jitsu brésilien. Ce comité va se rencontrer une 2e fois au mois de septembre, donc pour faire encore plus avancer les choses. Une fois qu'il y aura un consensus, je vais revenir un petit peu en arrière. Là, au mois de juillet, ils vont nous envoyer un questionnaire envoyé à tous les pratiquants, tous les gens qui ont un rapport avec les arts martiaux, et pas seulement le jiu-jitsu, vraiment tous les arts martiaux. De ce questionnaire, on va ressortir des résultats. On va faire une réunion au mois de septembre. Et au mois de septembre, par rapport à ça, on va essayer d'arriver à un consensus. Et ce consensus, par la suite, devra être amené à la Chambre des députés, voté, puis passer comme un décret. Mais je veux pas être alarmiste, mais ce genre de... Ça prend au moins 1 an avant de faire tout ça. Ça demande beaucoup de papier, ça demande beaucoup de travail. Ouais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils veulent que ça s'arrange. Donc, au moins, c'est beaucoup mieux qu'il y a 1 an en arrière. Ouais, c'est sûr, au moins, de voir une volonté du gouvernement, c'est ça, parce que moi, quand justement ça a été décrété illégal et tout, c'est ça qui me concernait le plus. C'est qu'on est un sport et loisirs, on est donc dans le ministère de l'éducation, des sports et des loisirs. Je me dis, mon Dieu, ils vont tellement avoir plus d'affaires, des affaires plus importantes à s'occuper que de nous, malheureusement, mais c'est bon de voir que, tu sais, quand même s'il y a d'autres dossiers qui sont très importants, il y a une volonté du gouvernement, puis que on est plus... disons là dans le stade où on attend, mais on attend qu'il y ait vraiment des développements concrets par rapport à avant où il y avait juste pas vraiment de communication, tu sais, avec le gouvernement. Et déjà ça c'est une grosse étape en avant là, je pense pour le projet en général. Bah, la bonne nouvelle c'est que l'exposition qu'on a eue auparavant a fait bouger les choses quand même. Même si on a fait bouger les choses pour tout le monde, c'est quand même nous le jiu-jitsu brésilien qui avons réussi à avoir le plus d'exposition dans tous les médias. Et c'est même drôle parce que le jour de la première réunion, où là il n'y a pas vraiment de comité encore, ils ont invité un petit peu tout le monde.
dès le début de la réunion, la première chose qu'il a demandé, la personne qui gère ça, a dit qui est Johnny Zemouli. Donc, je me sentais un peu mal parce qu'on était une trentaine dans la salle. Puis, j'ai dit pourquoi. Il m'a dit, grâce à vous, j'avais pas eu le ministre dans mon bureau depuis 3 ans. Et vous avez su dire les noms qu'il fallait pour le faire se déplacer. Donc, la chance qu'on a eue vraiment dans la fédération, qu'on essaie de monter, c'est qu'il y a des gens en communication qui savent vraiment faire les choses comme il faut, me donner les conseils. Moi, après, je suis la façade, c'est moi, je fais passer l'information, mais c'est vrai qu'il y a des gens derrière moi qui me disent qu'est-ce qu'il faut, mais ils me disent les choses qu'il faut dire. Je suis pas parti dans une lutte contre la police, je suis pas parti à pointer du doigt n'importe qui et dire ça s'arrange. Moi, ça fait depuis 2011 que je dis qu'il faut qu'on ait une fédération en place, qu'on se fasse reconnaître notre sport et que ce soit réglé une bonne fois pour toutes, mais les gens n'écoutaient pas vraiment. Là, maintenant, on réalise que vraiment, il faut faire quelque chose. On va voir ce que ça va donner, mais moi, je suis sûr que ça va se régler de toute façon. Ça, je l'aurais pas dit il y a 1 an en arrière, j'aurais peut-être pas dit que ça va se régler bien, mais là, c'est sûr que ça va se régler. La seule chose qui est dommage, c'est ça que j'ai expliqué au comité, c'est que on est le seul endroit au monde où on peut pas faire de compétition de jiu-jitsu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre endroit au monde qui est dans ce cas-là. Et même dans le même pays, on est la seule province, c'est-à-dire le Québec, le seul endroit où on peut pas faire des compétitions de jiu-jitsu. Chose que personne ne comprend dans le reste du monde quand j'essaie de leur expliquer. En fait. Non, je vais toujours me rappeler. Moi, je suis avec Nova Union, en fait. Donc, on avait eu Thales Leites en séminaire l'année dernière parce que souvent, c'est Wendell Alexander qui vient, mais là, il recevait, je pense, sa ceinture rouge et noire. Donc, il pouvait pas venir au Canada donner séminaire. Donc, il a envoyé Thales Leites. Et puis, on essayait d'y expliquer justement que c'était pas légal de faire des compétitions de jiu-jitsu au Québec, puis il comprenait rien, là. Il disait comment c'est possible, tu sais, mais écoute, c'est malheureusement souvent ce qui arrive au Québec. Tu sais, les autres provinces, les autres, quand il y a une loi, ils s'assurent de faire les décrets sur les lois tout de suite, en cas qu'il y ait des problèmes. Au Québec, on a juste tendance à se dire, waouh, pas de problème avec ça, nous autres. Puis là, le jour qu'il y a des problèmes avec ça, ben là, on est pris pour, tu sais, se priver malheureusement de tout ça. Pour une longue période, pis c'est ça qui est plate de l'attitude québécoise en général, là, sans trop rentrer dans un commentaire sur la société en général, mais je trouve que c'est ça qui est un peu plate. Donc, si je comprends bien, dans le fond, quand ça va se régler, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une fédération de jiu-jitsu québécoise un peu comme en Ontario, là. Non, pas du tout, justement. Non? Okay. C'est pour ça qu'on a fait justement le questionnaire qu'on a partagé les dernières semaines, dont on va mettre les résultats d'ici la fin de la semaine d'ailleurs. En fait, ça c'est vraiment une information exclusive que je suis en train de donner, mais ça s'en vient plus vers un système de permis d'événement. C'est plus vers ça qu'on s'en vient. Un peu comme ça se fait dans le MMA Pro, dans la boxe professionnelle, c'est-à-dire que c'est géré par un organisme neutre qui a rien à voir avec spécialement chaque sport différent, parce que c'est ça la difficulté, il y a tellement d'arts martiaux différents, il y a tellement de choses que la personne qui gère au niveau de la direction des sports n'est pas forcément quelqu'un d'arts martiaux. Donc, c'est un peu difficile de lui expliquer des fois, moi j'ai le droit de faire ci, moi j'ai le droit de faire ça, moi à mes événements je peux mettre des coups de poing, mais nous on peut pas en mettre par exemple. Donc c'est sûr qu'il faut arriver à expliquer aux gens tout ça. Donc lui, ce qui est important pour eux, c'est vraiment la sécurité sur les événements. Puis surtout, c'est le plus important, c'est les enfants en réalité. Donc la sécurité pour les enfants soit vraiment accrue et au top. Parce que si un jour il arrive un gros accident, il faut quand même quelque chose. Donc comme je dis, ça s'en va vers un système plus de permis. Donc la fédération n'est pas légitime. C'est-à-dire que n'importe qui pourra demander le permis en fait de le faire. Après, c'est sûr que si c'est n'importe qui le demande, les gens, est-ce qu'ils suivront ou pas les événements, ça c'est encore autre chose. Mais à partir de ce niveau-là, c'est que la fédération ou la reconnaissance du Québec n'est pas obligatoire. Mais le problème qu'il y a, c'est que si on n'a pas de fédération, et c'est un peu où je me suis senti un petit peu mal dans la réunion du comité, c'est que quand j'écoutais le judo, quand j'écoutais le karaté ou le taekwondo ou même la boxe, ils sont déjà très 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 structurés. Ils ont déjà vraiment des grosses structures au niveau des arbitres, des compétitions régionales, vraiment une structure. Je dis pas que ça nous intéresse pas de devenir comme ça, mais quand ils m'ont posé la question, ils m'ont dit c'est comment vos formations d'arbitre, c'est comment vos niveaux médicaux, choses comme ça. J'ai dit malheureusement on n'a rien en jiu-jitsu. Il y a rien qui régit ça. Même les arbitres, c'est random. Ceux qui sont en compétition, ça peut être n'importe qui. Et des fois, ça se ressent sur le niveau même d'arbitrage ou de jugement des combats. Combien de fois on entend des gens dire j'ai perdu parce que l'arbitre il a pas vu ci, il a pas vu ça. Je pense pas que le problème ce soit le niveau des arbitres. Le problème c'est que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est surtout ça qui est important. Même s'il y en a qui font des erreurs,
mais c'est surtout l'interprétation. Si certains interprètent les lois d'une certaine façon et l'autre interprète d'une autre façon, au bout du compte, les gens vont dire ah, mais lui il m'a dit rien, il m'a rien dit l'arbitre et lui il m'a dit ça. Donc il faudrait vraiment, la fédération servirait plus à encadrer au niveau de la formation, créer une compétition québécoise exclusivement pour les Québécois. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois on peut mettre des grosses compétitions au Québec qu'on appelle Québec Open ou comme ça se fait Ontario Open, mais tout le monde peut sign up de n'importe où. Tout le monde peut venir. Il n'y a pas vraiment de géographie en fait. Donc il faudrait une compétition pour créer des choses, pour avoir un classement québécois, pour savoir qui sont les meilleurs au Québec dans chaque catégorie, puis se donner une idée un petit peu ça pousserait certaines personnes à vouloir en faire plus. La troisième chose, c'est les assurances. Ça, c'est la chose. Les gens ne réalisent pas quand on dit assurance, ils ne comprennent pas vraiment, mais il y a deux volets dans une fédération d'assurance. Le premier volet, c'est les assurances pour les clubs, c'est-à-dire la responsabilité civile. C'est très très rare qu'on actionne ça, mais c'est très important de les avoir. Normalement, chaque gym qui est ouvert d'arts martiaux doit avoir une assurance responsabilité civile, c'est obligatoire. Parce que c'est des assurances qui vont jusqu'à 2 voire 5 millions. On ne sait jamais si le toit s'effondre sur les gens, une inondation, il y a quelqu'un qui meurt pendant l'entraînement ou quoi que ce soit. Il faut avoir ces assurances-là, sinon c'est très très grave. C'est vraiment des grosses sommes à débourser. Bien heureusement, ça arrive très peu souvent. Mais comme souvent les gens ne savent pas ce que c'est le jiu-jitsu brésilien dans les assurances, les primes sont très élevées. Les primes vont parfois entre 2 à 5 000 $ par année. Les autres fédérations, eux, ont déjà tout ça. Donc, par exemple, un club comme Nova Union, qui est quand même un beau club sur la Rive-Sud, je peux demander à Fred Poirier, je suis sûr qu'il va payer, il va dire qu'il va payer facilement 200 à 300 $ minimum par mois. Si demain on propose à tous les gyms, on a une assurance collective pour tout le monde et ça va coûter 300 $ par mois au lieu de 3000, je pense qu'il y a pas mal de gyms qui vont vouloir suivre. En plus, l'assurance sera encore mieux parce qu'elle sera celle d'une fédération. Elle sera plus légitime. Le deuxième volet, c'est l'assurance médicale. L'assurance médicale, ça c'est pour les pratiquants. Donc, les pratiquants payent un membership annuel qui les couvre en cas de blessure à l'entraînement ou en compétition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas des grosses couvertures, bien sûr. Souvent, la plupart du temps, on va utiliser celles qu'on a au travail en privé, mais c'est pas tout le monde qui a des assurances au travail en privé. Mais, par exemple, ça donne 500 $ d'ostéo par année à raison de 50 $ par visite. Une petite blessure, quoi que ce soit, ça peut toujours aider la personne d'aller soigner. Bon, après, s'il y a des choses plus graves, des membres cassés ou des paralysies, ou voire, je le souhaite jamais, mais une mort, il y a quand même à peu près une somme de 10 000 $ qui revient à la famille derrière ou à la personne qui sera handicapée ou quoi. Mais c'est important d'être assuré, je pense, sur un sport comme on le fait, même si je souhaite que ça arrive jamais. Mais moi personnellement, je l'ai pris dans mon école et je pense que je suis la seule école au Québec à le faire. Mais j'aimerais qu'un jour, ce soit une fédération qui gère ça. Donc l'avantage, c'est que les gens ont répondu assez quand même favorablement au questionnaire. Et la plus grosse chose importante d'avoir une fédération, c'est d'avoir une communauté qui parle, pas juste une personne. Pas Johnny Zemouli qui va tout le temps dire ce qu'il pense sur le jiu-jitsu. C'est d'avoir l'idée de chaque personne, puis de dire, ok, lui pense ça, on essaie de trouver un caucus, puis on sent un bon consensus, puis on s'entend bien, et on va en parler ensemble. Peut-être que moi, ce que je dis, pas tout le monde est d'accord avec moi, et peut-être que beaucoup sont d'accord, mais j'en sais rien. Donc, il faut que je le sache avec une fédération. Vraiment très intéressant tout ça, pour vrai, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut se l'imaginer, là, tu sais, à première vue. Nous autres, on est là dans le club, on dit, on peut pas faire de compé, là, c'est plate, mais tu sais, toutes les différentes choses qui vont dans rendre ça légal à nouveau, c'est vraiment intéressant d'être au courant de tous ces volets-là, parce que comme tu dis, les questions d'assurance et tout, c'est vraiment important, parce que même si dans les sports de combat, d'après moi, on est un de ceux qui est probablement le moins violent, dans le sens qu'on sac pas des coups de coude dans la face, on sac pas des coups de genoux dans la face. On est quand même là à essayer de s'étrangler, puis de se faire des clés de bras, puis des clés de jambes, puis il y a des risques de blessures. Tout le monde est tout le temps blessé dans le gym, des petites blessures ici et là. Fait que c'est vrai que une question d'assurance, tout, c'est vraiment très important, puis c'est le fun que ça soit considéré. On voit vraiment que c'est un projet qui est complet, c'est un projet qui a été vu de tous les angles, puis que quand finalement ça va revenir, ben ça va être bon, là, ça va être sur des bases solides, ça va être sur du solide, puis on aurait pu être inquiété, par la suite qu'il y ait d'autres choses qui arrivent par rapport à ça. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Sinon, ouais. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une page Facebook, n'importe quoi, que les gens peuvent suivre pour un peu se tenir au courant de ces développements-là? Ben, en fait, il y a la page Facebook qui s'appelle FQJJB, donc Fédération Québécoise de Jiu-Jitsu Brésilien. Généralement, on met toutes les nouvelles importantes. C'est sûr que c'est vrai que l'an dernier, on n'avait pas mis grand-chose
parce qu'on savait pas trop où ça allait en fait. On n'avait pas vraiment d'écho du gouvernement de qu'est-ce qui se passait. Par la suite, il y a des gens dans le JSU qui avaient des contacts au niveau politique. On s'était dit que c'était une bonne fenêtre, les élections, d'aller chercher des contacts politiques pour se faire entendre. Les premiers qui ont parlé pour nous, c'est Québec solidaire. Par la suite, ça a été la CAQ. Par la suite, PQ. Enfin bref, tout le monde est venu parler. Le gros avantage d'avoir fait ça, c'est que les 4 partis politiques se sont entendus que ça se règle, peu importe qui sera au pouvoir. Donc toutes ces informations-là, si on veut les retracer depuis le début, c'est vraiment sur la page FQJJB, donc Fédération québécoise de jiu-jitsu brésilien, qui est suivie par à peu près 2000 personnes déjà, à mon avis. Donc ça a montré qu'il y a vraiment eu un engouement. Au début, on a essayé vraiment de réunir tous les gros clubs de Montréal, puis de faire s'entendre tout le monde, puis on a réalisé que c'était beaucoup de travail. Puis tout ce qu'on fait, c'est du bénévolat. Moi, personnellement, j'en suis déjà à plus de $2000 de ma poche. À peu près déjà 3 réunions à Trois-Rivières où je fais des allers-retours et que je passe la journée là-bas et que je reviens. Je fais vraiment pas ça pour l'argent, je fais vraiment ça pour que ce soit réglé une bonne fois pour toutes. J'ai été compétiteur. Mes élèves, j'aime bien les emmener à des compétitions également. C'est important, je pense, que le développement du jiu-jitsu soit toujours bon. Parce que quand on regarde le Québec, le niveau est quand même très, très élevé. Si on regarde, par exemple, le dernier ADCC, les 3 Canadiens qui étaient présents, c'était 3 personnes de Montréal. Techniquement canadien, même si Leonardo Sajuro, c'est un Brésilien, il était quand même résident du Québec. Olivier Tardin est résident du Québec. Itan est aussi résident du Québec. C'est-à-dire, ces 3-là, c'était eux qui ont représenté le Canada et malheureusement, ils ne peuvent pas faire de compétition dans leur propre province. Donc, c'est un peu triste quand même de se dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut chez nous, en fait. Ouais, pis c'est sûr que quand t'arrives dans une compétition pis t'as justement un Olivier Taza dans ta division, ben, tu sais, ça augmente le niveau à tout le monde, là. Veux pas, d'arriver en compétition pis se battre contre ces gens-là, ça augmente le niveau général, donc, c'est vraiment très intéressant tout ça. Sinon, en terminant, écoute, admettons, là, qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter le podcast en ce moment, qui habite à Montréal, qui dit j'aimerais ça essayer ça, moi le jiu-jitsu brésilien, puis Johnny ça a l'air d'être un bon gars, ça a l'air d'être un bon coach, ben où est-ce qu'il vous trouve? Moi personnellement? Ouais, le club, ton club, vas-y, c'est le temps de la plug là. En fait se trouve à 5650 rue Hochelaga, donc pour ceux qui connaissent Montréal, c'est où il y a le go-kart Action 500, c'est dans la même bâtisse. Très accessible de la rive sud et de la rive nord parce que je suis proche de la 25 et je suis un des plus grands clubs de l'Est parce que dans l'Est de Montréal on n'a pas énormément de clubs. Nous on a des cours tous les matins à 10h, tous les soirs à 19h, on a des cours en fin de semaine, on a vraiment tout le temps des cours. On a au niveau des coachs, c'est moi qui enseigne le nogi, et 2-3 autres coachs aussi, puis le lundi et vendredi matin on a la chance d'avoir Leonardo Sajuro qui est, j'estime pour moi le meilleur au Canada en jiu-jitsu brésilien en gi. Bon, il a prouvé, il est quand même 10 champions du monde, puis champion à bout. Ça nous rappelle qu'on n'est pas très fort au jiu-jitsu brésilien quand il est là. On redescend tous sur terre avec lui, mais c'est très cool de l'avoir. D'ailleurs, les vendredis, c'est généralement un cours assez ouvert à toutes les écoles. Moi, j'ai vraiment une politique d'ouverture, de cross-training, d'état d'esprit, on s'entraîne tous ensemble pour se faire progresser vers le devant. D'ailleurs, c'est très drôle parce que des fois, sur la page de la fédération, j'ai des gens qui m'envoient des messages et qui me demandent où est-ce que je peux trouver une école de jiu-jitsu brésilien, j'ai envie de commencer. Ma première question, c'est pas de leur dire oui, bah viens au BJJ dans mon club, c'est de leur dire où est-ce que tu habites, premièrement. Donc généralement, j'essaie de trouver la géographie, puis avec le répertoire que j'ai, j'essaie toujours d'envoyer des gens dans les clubs qui sont les plus proches pour essayer. Donc s'il me dit qu'il est sur la rive sud, bah, je vais lui dire va à Belleuil chez Oli Villeneuve, va à Nova Union chez Fred Poirier. Si c'est à rive nord, je vais lui dire va chez Lucianucci à One Jiu-Jitsu. Si en centre-ville, je vais dire BTT. Si à Saint-Henri, je vais dire Gracie Barra. Je veux dire, moi, le but, c'est vraiment que le jiu-jitsu avance pour tout le monde et tout le monde ensemble. Si on arrive à bien faire évoluer le jiu-jitsu, peu importe où on est, qu'on ne veut pas se tirer la couverture, on va régler tous les problèmes ensemble. Donc, personnellement, oui, venez au BJJ quand vous voulez, vous êtes toujours tous les bienvenus. C'est très cool, le gym est très beau également. Il y a du no-gi, il y a du gi, il y a des clés de jambes, on a le droit d'en faire, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème.
C'est excellent. Ben, hey, merci beaucoup, Johnny. C'était vraiment là, très intéressant. Puis moi, personnellement, il y a déjà des gens qui m'ont demandé ça serait le fun que t'aies Johnny Zemouli sur le podcast. On veut savoir qu'est-ce qui se passe avec le Jiu-Jitsu. Donc, je suis pas mal sûr que les gens vont apprécier cet épisode-là. Ça a été un plaisir de te parler. Puis crème, on va peut-être même se revoir à un open mat quelconque dans ton club, peut-être. Ça arrangera. Yes. Ben, je te remercie beaucoup. Vas-y. Tu veux qu'on se reparle peut-être au mois de septembre quand j'en saurai un petit peu plus avec la deuxième réunion, il n'y a pas de problème. Moi, écoute, j'ai ça à cœur, ce sujet-là. Fait que n'importe quand qu'il y a un petit update, là, tu me tiens au courant, puis on se replanifie ça, puis on garde les gens au courant de ce qui se passe. Là, ça va me faire plaisir. C'est super. Merci beaucoup. Je te remercie, Johnny. À la prochaine. Bonne journée. Salut tout le monde. Bienvenue sur le podcast encore cette semaine avec une autre invitée de marque cette fois-ci parce que elle est dans le co-main event de l'UFC Edmonton. And we are talking to Felicia Spencer. How is it going, Felicia? It's going great. Thank you. Merci beaucoup, tout le monde. Yeah, that was my first question. I saw you're from Montreal, man. Where are you from in Montreal? Well, I was born there. My family lived right outside in St. Luc, and my grandparents around, Longueuil, that kind of area. My French is limited, but I practice here and there. Yeah, that's amazing. And you're another Canadian that now lives in what I think we can call South Canada. It's Florida. And yeah. How long have you been there? I've been in Florida most of my life. My family moved when I was about 4. So, and we moved around, a little bit here and there from a couple states, but in Florida for most of my life. And this is where I've been training and everything. So, it's there are a lot of Canadians I find here too. Yeah, for sure, man. Even my dad bought a house in Florida now that he's getting older. So I feel like everybody from Canada, they're like fleeing to Florida whenever they can. Yeah. Yeah, but we're not here to talk about that. We want to talk about fighting because you just arrived in the UFC and you may be lucky or unlucky depending on how you see things because you're in a division where there's basically 3 people. There's Megan Anderson, there's you, and then there's Chris Cyborg. And you just arrived and beat Megan Anderson in your first fight. So that kind of led you directly to fighting the other girl in the division, which is Chris Cyborg, who you're going to be fighting in the co-main event of the UFC Edmonton card back in Canada on, is it the 27th, right? July 27th? Right. Exactly. So, I know it was like the next logical matchup. She kind of said on social media that she was willing to fight you, but this kind of came like real quick after your fight. So, how did this get worked out real quick like this? Yeah, it was very fast. I mean, I knew it was coming, like I said, there's not many other options. So, I've been hoping to fight Cyborg before she retired for many, many years. And I feel lucky to be in the position I'm in where I can just jump right in and get her attention. And, the night of the fight, she was sort of, I don't know where the headline came out that I called her out, but she accepted my challenge apparently, and was already talking about fighting in Canada. So, that week I spoke with the UFC and we worked it out. So I'm very, very excited. I feel very lucky to be in the position I'm in, and definitely what I've been hoping for. So I'm ready to, keep making a big splash in my division. For sure, but that's huge, right? Like second UFC fight that. You're there and you're fighting like probably the most legendary women's fighter of all time. I know Ronda Rousey's there too, but damn, Chris Cyborg, she's been there before Ronda. She's still there after Ronda, and she's still like she had a bad night out against Amanda Nunes, but like who wouldn't? Like basically, Amanda's so good, but man, that's a huge opportunity for you, and you'll be able to fight back home in front of your fans. I know you've been in Florida for most of your life, but still, you're a Canadian, so people they're gonna be rooting for you hard on that card.
Yeah. I'm very just. I feel really lucky to be able to fight in Canada and kind of be able to meet a lot of Canadian fans online and sort of reconnect with a lot of Canadians. It's really cool, and I'll definitely be flying the Canadian flag behind me again, and it feels really special to be able to fight in Canada, and again, it's an honor to fight Chris Cyborg too. As much as I know I'm going to win, it's just an honor to be in the same cage. So it's win-win for me right now. Yeah, for sure, and it's a huge way to start your UFC career. Just second fight, you beat Chris Cyborg, and then everybody knows you. Like, yeah, yeah. And the thing you're gonna have that people didn't have before is the size. Like, basically, she never really fought 145ers in the UFC. And like, you're a 145er. We've seen against Megan Anderson, she was like taller than you, but you're big on your feet, and you're a real 45er. There's no doubt about it. You're a girl from this division, and I just wondered, how do you think like this is gonna play out against Chris Cyborg, who like didn't fight 145ers for basically for years now? Yeah. I think it's definitely something that people haven't thought about as much. I am strong. I'm stronger than most everyone she's fought. I see a lot of place where my strengths can match hers or exceed hers in different areas. Chris Cyborg, she's got like the best. I keep saying she has the best name. She's Cyborg, but she's not actually a cyborg. She carries herself like a cyborg, like superhuman. But she's not bigger than me. She's my size, and I might even be bigger than her. Standing next to her, I'll be excited to see how things match up. I think she hasn't fought anyone like me either, not just being a featherweight, just my style of fighting is different than a lot of people she's fought before. So, like I said, I feel like it plays into my advantage a lot. Yeah, but I think you said it right. There's kind of a mystique around Chris Cyborg, because like you see her on photos, she dwarfs like Dominic Cruz and guys like this. So you're like, oh my god, she's scary as fuck, and she like you're feminine. When we look at you, you see you're a big girl, you're strong, but you're feminine. You look like a girl. Sometimes Chris Cyborg, you can ask the question, man, is she even human? But yeah, like you'll have the size against her. Another thing that I think is like not to not consider is the fact that she just lost, and it didn't happen like in a while. She was undefeated for a long time, and she just lost now. So how do you think this gonna affect her in that fight? Do you think she'll be trying to bounce back quick and be real impressive and finish the fight quickly, and that'll make her make mistake? Or you think she'll be like more calculated, since she was crazy against Amanda, and that's kind of what brought her down in that fight? I'm prepared for both, but I'm expecting the later. I'm expecting her to be calculated, and she seems to know that she made a mistake in brawling, and not being smart about those few seconds there when she got rocked. Like I said, I'm preparing for both versions of Cyborg. We've seen them both recently, so I'm ready for 3 rounds. But I do feel like I can find. I always say I find a way to win, whether it takes 3 rounds or 1. Always aiming for 1 round. I can really see it happening, even with Chris Cyborg, that I can. So yeah, like I said, I'm ready for either the aggressive first round blitz or the more calculated 3 round fight. But I'll be doing everything I can to finish it as quickly as possible. Yeah, for sure. The less time you spend with her I think it's the best, because you never know what she's gonna do in a fight, and that the better it is for your health too, because we all know that shit, man. You just can't be in there for 15 minutes taking clean punches to the head and feel like
you're gonna live a healthy life after. So I feel you for the first round finishes. It's like, and it's what people like. Let's say it's what people like. It's what people want to see. But I was wondering about the matchup standing up. How do you think you guys? Because we all know that that's her big strength. That's the thing she likes to do. We know that you're good. You're good at striking. Your force is on the ground though. You're like the girl that when you bring it to the ground, you pass the guard real easily. You're a good back taker. You find the back. You find these positions, and you can end the fight like this by submission, but you also can end the fight with your fists. You can just ground and pound people and hurt them on the ground. So we know that's your strong suit. That's what, if Felicia Spencer ends up on top of somebody, that's where it's not going well for them. But I just wanted to know the striking matchup, because you got striking experience too. You've been doing that stuff too. So I was wondering, how do you see that playing out? Yeah, I think my style of striking is a little bit unorthodox, a little bit weird because of my traditional background. Everyone knows I throw lots of kicks and stuff like that. I also feel like the best of my striking hasn't really ever shown up in the cage. I haven't really been 100% happy with a lot of my performance with striking. So I feel like it's kind of nice that people not you but other some people online, they kind of hate on the striking that I have, which is fine because I know I haven't shown the best of my ability in the cage yet, but it leaves a little bit of mystery maybe. But yeah, I'm very comfortable striking and using my not just punches but my kicks and my knees and elbows to take the fight where I want it, whether it's staying up or on the ground. I think the way I use my body is a little bit different than a lot of people she spot. Yeah, so you believe there's ways in that fight that you can show some new wrinkles that you haven't shown people yet with your stand-up, right? Exactly. A lot of fights, like I said, I like to finish it as fast as possible, so sometimes it just goes straight to the ground, so I don't show everything, or even when I haven't been on the ground right away, it's there's a lot of things that haven't come out in a fight yet that I have been honing in and trying to make sure that things are instinctual to do and always just getting better. I'm always getting better at every aspect of the game. So there's always a new version of me coming out, and I'm expecting the best version of Cris Cyborg to show up too. Yeah, for sure. Let's just talk about Megan a little bit, because that surprised a lot of people. I knew that, like, I'd seen it. She didn't have no ground game, so I was kind of knowing that you were gonna beat her, because man, when it goes to the ground, it's never going well for her. But I was wondering, was there any surprises for you in this fight? Because I feel like we all knew that if it went to the ground, it wasn't gonna go well, but we all felt like, oh shit, Megan, she's a 6 foot tall girl. She's real strong. So I was wondering, was there surprises? Because for us, it felt like maybe the strength was a surprise in that fight. We believed that, like, you were the good grappler, but she was maybe the stronger girl. But like in the end, you just looked like the stronger girl and the stronger grappler. So I was wondering, for you in that fight, were there surprises? Not really. I never expect to fully know everything someone's going to do, but we prepared well, and pretty much everything we trained for played out. It wasn't too long to let her implement anything. And yeah, even with taller fighters, I know I'm built strong, and I'm a little shorter than most people in my division, so I'm used to fighting people taller. Yeah, nothing was really surprising. It was almost surprising that it happened exactly the way I planned. And when you got that call to fight Megan Anderson, like, what was your reaction? Because, like, it was the fight to become the new Megan Anderson, basically, because all of these years there was, like, Cris Cyborg, and then there was Megan Anderson, the other girl that was probably gonna fight Cyborg, like, someday. And then you just arrive, you became Megan Anderson, and you're fighting Cyborg. So when you got that call and you were the Invicta champion, man, I bet you were happy, but I just wanted to know, how did this come about? Yeah, it was,
Shannon Knapp, the CEO of Invicta, helped me and gave me a blessing to move on. I wasn't sure when I got signed to the UFC that it would be Megan first, because I thought they were signing they told me, we're signing a few featherweights, so I thought maybe someone with a smaller record, that kind of thing, would be my first fight. And then I guess Megan Anderson needed an opponent, so they just picked me, and I was all for it for sure. I knew it would. A fight with Megan Anderson would lead to something very big, also as big as it already was. So yeah, I think it's just a matter of they're trying to build a division, and like I said, there's not very many to pick from right now. So it's just one step at a time for me. Yeah, and for the 45ers, I feel like they've been signing them, but like they're all automatically dropping down to 135. So I think they'll like it. Maybe with a new face in the 45 division, they'll be more keen to stick in and help out the featherweights sticking with the division. I think part of it is just being afraid of not having an opportunity to fight regular consistent fights. So we'll see. Yeah, I think a lot of what happens with the division, I think, rides on not only my fight with Chris, but also with Amanda next weekend. So be very anxious to see what happens after the summer with what my division does and what Chris Cyborg does. I know she'll be done with her contract after my fight with her. So yeah, I was kind of just gonna have the best performance possible, bring a lot of eyes and excitement to it, try to be the new face of the division, and we'll see where it goes from there. Man, you're amazing, because you just like kind of answered my next question by just that was great, because I wanted to ask, like, you may be Cyborg's last UFC fight. It's known that she may want to move on after, probably because she doesn't have the best relationship with the UFC since the beginning, and two, because she's been saying she wants to box, she wants to do Muay Thai kickboxing and stuff like that. So man, how does that feel, like to know that you may be like the last person in the UFC that gets the chance to fight like that legendary woman? Yeah, it's so exciting. Like I said before, I've been hoping for years to fight her before she retires. I didn't really think about the option of being the one to retire her. If that's the case, she might go fight somewhere else, or she might stay with the UFC. She might do wrestling, or like you said, boxing, or anything. So it's an interesting possibility that this could be her last fight, and I could retire her. But I'm not I don't want to put that out there like I'm going to retire her. I expect her to be sticking around in the sport, and I'm sure she's just trying to play it smart with the business. It is a business, and I'm sure she wants to just earn her maximum potential, and I can't blame her for doing that. I've done the same. So Yeah, and that's Brazilian tricks. We've just seen like Jose Aldo saying, "Oh no, I'm retiring," and then bang, he signs for like 7 or 8 fights. So we never know what's gonna happen. And then the other thing I wanted to ask that you kind of touched on was Amanda Nunes, of course, because she's been saying that she may want to defend both belts, and she's fighting for her 35 belt. Like you said it this weekend. This may air after it, but who cares? When we're talking right now, it's coming up this weekend. We're on Monday, so do you feel like if Nunes wins and everything goes to plan, the next fight maybe at 45 against Felicia Spencer? It's very possible. I kind of got the feeling when she won that she wasn't going to defend it. I know she wanted to start a family and stuff like that. Maybe took a few years off, she was mentioning in some interviews. But maybe with a new face, it will inspire her to stick around. So that could very well be the next fight for me. Right now, I just want to focus on, the task at hand. And like I said, a lot's going to just depend on, what she wants to do after her fight, and if she comes out on top, or if she loses, will she want to defend her featherweight belt and leave the bantamweight division?
anything could happen. There's so many different options, and you know, I'm not a lot of control that I have in it other than my performance. So, yeah, but that would be amazing to fight two legends in the same, you know, one after another. That would be pretty awesome. Yeah, for sure. Like the girls come into the UFC, she fights once, and then bang, she fights like two of the best women's fighter of all time. That would be a way to put your name in the conversation that early, yeah, right? Like you just came in and like back to back Chris Cyborg, Amanda Nunes, and then you're champion. That would be crazy. Yeah. That would be great. That's what I'm clearly hoping for, of course, because I'm Canadian. I'm not from Montreal. I'm from the South Shore too. Like not that far from Longueuil, maybe 20 minutes away. So of course I'll be rooting for my my fellow Quebecer. And man, I just wanted to know like just a little bit more about you. I know you've got a family back in Florida, so just talk about them a little bit. Yeah, well, aside from my jungle family, I'm at the gym right now. I have a fiance, and he's got a daughter. We have a daughter during the summer together here, and his daughter goes back to school in Illinois, up north a little bit. So we have a lot of great friends and family that surround us all the time. We just bought a house and trying to move into it, fix it up. And I feel so lucky to have Todd, that's his name, my fiance, and Addie in my life, and, helping keep me grounded. And but just, everything's just playing out wonderful. And I love all the support that I've been getting. So. And you're not having much problem with alligators, right? Not too much. It's pretty cool to see the wildlife in Florida. But in the city, I live in Orlando now, so it's not as much in the city so much. But I grew up in a small town where you see a lot more random sightings of gators in the street and that kind of thing. Yeah, I remember I went to Disney World once and I saw some, so I know there's some alligators around Orlando, and that they're maybe not like just walking around the city like fucking zombies, but still, man, when I don't trust these creatures, man. Maybe I listen to too much Joe Rogan podcast, and that's what makes me crazy. But man, I just can't trust these animals. And I've got a pug, a dog, a pug. Oh yeah. And man, I'd be too scared to let him out, man. What if he gets snatched up by an alligator, man? That would be like. Yeah, I do have a couple people I know in my hometown. If you live on a canal and you don't have a fence, it's a possibility. I've known a couple people who their dogs have gotten snatched up by an alligator before. It's just something that you prepare for, I'm sure there's everywhere you live, though, there's something dangerous about where you're at, and you grow up around, know what to do, so it's everywhere. Yeah, a little bit special. Yeah, a little bit special. Florida's got alligators, Montreal's got snow. But man, I just like, if I was to live there, man, like what happens one morning if you just wake up, you dress up, and now you're going to work, and you open your front door, and there's a fucking alligator standing there. Man, I'm just calling off. I'm like, sorry, can't come to work, man. There's an alligator in front of my house, and I'm not getting out. It doesn't happen too much like that, but that'd be pretty. That'd be a story to tell forever, though. Yeah. So that'd be pretty cool. It's pretty funny. Yeah. Are there lots of iguanas too in Orlando? No, not really. There's a lot of little, small lizards. Not too many big ones. I don't see much. Yeah, because I know down south iguanas, they just eat everything. They kind of take over the islands off the coast sometimes. Yeah, my stepmother, like when my father bought his house in Florida, she wanted to have a small garden and like plant flowers and stuff, and like she did that, and the day after there was no more flowers, so she was wondering, man, what happened to my flowers? So she went back to the store, bought some new flowers, started planting them again, and like as she was planting them, like when she was like
back to maybe planning the last ones, she looked at the first one and there was iguanas eating them like in front of her. Oh man. So she there's some certain areas where they've kind of taken over the areas, but not over here. That's really funny. I know it is hard to get it's hard to grow a garden. I know I tried when I was a kid to have a garden, and just the bugs and the squirrels and the rabbits and just everything, it's hard. Mostly the bugs, I think. They just attack everything. Yeah, but the bugs, that's I think that's the thing in common everywhere. Because I'm in Canada and like they're not there during the winter, but I feel like when they unfreeze, like they go crazy, man. they go crazy. And I've got a like I wouldn't say forest because it's not that like big of a territory, but I've got a small forest behind my house where I live. So like by 6:30 p.m. like you gotta be outside with I don't know how you really say that, but like kind of candles to put them. Yeah, exactly. Because like they're just too much, man. They go after you. And I'm a fisherman, so I often like go fishing, and I have to like go through the woods to put my boat in the water, and they just eat the shit out of me. So But yeah, since we're talking about bugs, man, I'm gonna just let you go. I thank you a lot for taking the time to speak with us about this huge fight, man. Co-main event fight on a pay-per-view in the UFC in Canada. That's gonna be awesome. We're gonna be rooting real hard for you and doing something special on the page, of course, because there's gonna be lots of Canadian fighters on that card and lots of people that we're invested into. And man, you're one of them because you're fighting Cyborg, and you're probably, if you win, the next great Canadian champion. So we're gonna be rooting for you, and I thank you a lot, Felicia, for taking the time this morning. Of course, I really appreciate your time, and for everyone watching, I really appreciate all the support and your time for listening. So, have a great rest of your day. Yeah, thanks a lot. Bye. Bye. Salut tout le monde, on est là cette semaine avec quelqu'un qui est un nouveau membre de l'UFC et aussi un combattant canadien qui va faire son entrée dans la cage dans un hometown fight à Edmonton, and I am talking about long-time #1 heavyweight in Canada, Tanner Boser. How's it going, man? Doing good, how are you? I'm doing great, man. I just wanted to have you on to check in about how things was going. How excited were you for finally making your UFC debut in a hometown fight too? So just how did this come about? How did you learn that you're gonna get signed to the UFC for that card? My manager messaged me the name of my opponent, Giacomo Lemos, and he said, "Watch this guy's fights. Call me. Let me know what you think." So I watched his fights. I call him, and I thought it was for M1 Global, and I was like, "Yeah, like this is a good fight for us. Where are we fighting him?" He's like, "Oh, UFC, July 27th." I'm like, "All right, awesome." So that's how I found out. That's amazing. So you were still under contract with M1? Yeah, but M1 has kind of a deal, huh? ties with UFC, so M1 had no problem, I don't think, releasing me for it. Yeah, and were you happy to finally get out of Russia? Because I've seen your fights in Russia. You had good fights, but man, you ended up on the wrong end of many really doubtful decisions, if I can say so. So how was your time in Russia? Did you like it? Was it a good experience overall? It was a good experience, and I did like fighting there. There were a couple decisions that were very close that probably could have gone either way that, maybe I think went my way, but I'm sure he thinks they went his way. So that's what it is. It'll be nice to fight on home turf, though, yeah. For sure, huh? So now that you've got your opponent, you'll be fighting in the UFC. Who's that opponent? We know his name, but that's the only thing we know about him. I never heard of his name before. I saw the headline that you were gonna fight him. So since you've looked at his fight a little bit, what can we expect from that opponent? He's a good Muay Thai striker. He uses a lot of kicks. He has a judo black belt as well, and a brown belt in jiu-jitsu. He likes to strike and he likes to ground and pound from the top, but I expect most of the fight to
fight out on the feet. He'll probably try and take me down at some point when I start to hit him hard with some kicks. But I think I'll be able to stop his takedowns. It'll be a fight on the feet, and you're going to see a kick-heavy Muay Thai type fight. Yeah, that's what we like, and I think you're more than ready for the UFC. You've been due for a long time. You have like one of the most extensive record in Canada, so I think you'll be like at a home term advantage for sure, but also at an experience advantage against that guy who only fought, I think, 6 times, bro. Yeah, no, I definitely have an experience advantage. I have 22 pro fights, and he has 6. So 6-0 with all finishes, that's an impressive start to your record. But, I mean, I was 6-0 a long time ago, too. You know what I mean? He's good, and he's fought a couple tough journeyman-type guys, but he's never fought anybody like me or like the people I've been fighting for the last few years. So I expect that to be a big advantage for me. Nah, for sure, because as you've been saying, the experience in Russia, it's good for guys like you, because like there's no easy fights in Russia. I think it's the place, like except for the UFC, that you'll always be matched up against good guys in every weight division. Often prospects that come from there, they have good records, but like the opponent win ratio is real high. Like most of their opponents they fight, they have winning records. They have like good winning records too, not like 6-4 and stuff like that. Like good extensive winning records, like 10 and 2s, 11 and 1s, and stuff like that. So when like people that have fought back there, they come to the UFC, they're kind of already used to the level, and I really feel like it's gonna be your case, because you've been fighting at the highest level of the sport outside the UFC for like how many years now? 4 or 5 and more? Probably 2-3 years. Yeah. But I mean, before that, I did fight some pretty good caliber guys for Unified MMA as well. When I fought Victor Valimaki, Tim Hague, Joe Yeager, Rakeem Cleveland, Tony Lopez. Those are all top names. That was before I went to fight for ACB and M1. So I've been fighting tough guys for years. Yeah, for sure. And just let's talk about a little bit about the last Unified card, because that was a great card for you and for your team, and you had the chance to be back in Canada. Like that was probably gonna like I always felt your next fight was gonna be your last fight outside of the UFC, but that time it turned out to be true. You had the chance to fight your last fight outside of the UFC for the promotion where you pretty much started, where you pretty much had like your earliest fights and became the #1 heavyweight in Canada, like fighting for Unified. So how was it to have the chance to fight for them like one last time before moving on to the big show? It's cool because my very first fight was for Unified. I had a lot of fights for Unified. So it was cool that my final fight before this UFC contract was also for Unified. And it was a good card for our team. We went 7-0. So and everybody was fighting tough opponents. Nobody had a easy fight, you know? So it was a great night. Yeah, let's just talk about your team a little bit, because I'm from the East. I'm kind of disconnected from everything that happens in the West. And I always thought you were with the Hayabusa training facility. But in your last post, you've been talking about the Shaved Bear. So I just wanted to know, is it another gym? Are you with both gyms? Are you done with one and more with the other? What's your training situation? Yeah, a while ago, I haven't been to Hayabusa in probably close to a couple of years. Basically, one of my old coaches from Hayabusa started his own gym, and a lot of the fighters slowly gravitated there. Hayabusa still produces some fighters, but I train at Shaved Bears MMA, which is out of the Little Sweatshop gym here in Sherwood Park, and I train at Frank Lee's Muay Thai. So. And you've got a pretty good gym. As we've seen last Unified card, you got many top guys in Canada, like in every weight class, and you got bigger guys too for you. It's a real like good training environment for somebody like you, like needs to exchange with bigger guys, of course, because you're probably one of the biggest in the gym. So that must be great for you to have all these people that you've been training with for years and that are close to your size, and that you guys are like sticking together all this time. Yeah, we do. We have a pretty big team, big guys, you know. Christian Larson's enormous. He's a big up-and-comer in heavyweight in Canada. He's an absolute powerhouse.
And then we got, light heavyweights like Graham Park, and we got Teddy Ash, KB Buller, so Jeff Porter. We got guys from, middleweight, light heavyweight, heavyweight. We got quite a few in terms of high caliber guys, which I think is pretty rare for any team. Yeah, for sure. In Canada especially, because I'm good friends with Adam Deichka. He's another heavyweight. He's like probably the other heavyweight in Canada. And that's his main problem in Quebec. He doesn't have anybody to really train with, because there's no heavyweights. There's not much light heavyweights back there in Quebec. So he spars with people, but he spars with Muay Thai guys that are fighting at higher weight classes. But he doesn't have many training partner of his size and at his caliber. Because fighting somebody like Teddy Ash, he's big but he's good too. That's the main thing I think about that. That advantage that you have to train with these guys. But Teddy, were there any talks that he was gonna fight on this card in Edmonton? Because I know he's a local guy too, and we've been wanting him for years in the UFC. I think it was a manager problem. I think his management situation wasn't great, and I think there's a chance maybe he could get on the September card. I think the card here in Edmonton is pretty much full now. The only way I think Teddy could get on this card, I wouldn't hold my breath, but if Barrio or Jotko got hurt, you could maybe see Teddy step in late notice. Besides that, he'll probably, I think Teddy's got to be in UFC right away or signed to some big promotion, because he's definitely got the resume for it. Yeah, for sure, man. This guy has been terrorizing everybody on the regional scene in Canada for years now. Regional scene, but I mean, they brought in several high caliber Americans. You're talking Seth Baczynski, man. That's a huge win, and guys like Dom Steele. He's been beating up UFC vets, not just regional guys. Yeah, for sure, and I think that's what's cool about Unified too. In Quebec, we've got TKO, and I feel like it's kind of the same process. They really bring in veterans to fight the local guys, so that we can really see if they're cut out for it or not. Because sometimes in Canada, people they don't get good opposition, but in Unified it's probably one of if not I'd say the best promotion in the West. As I've seen, it's probably the best in the West, because they bring out good caliber opponents, and even guys like KB Buller and stuff, they're starting to fight better and better guys, and we see the evolution in these guys, and it's pretty cool. It's pretty exciting to have these guys fighting right now in Canada. Yeah, Unified's definitely the best promotion in the West in Canada, and honestly, it's on the same plane as TKO. I don't think TKO is any better than Unified. They're both the two biggest Canadian promotions, but one's in the East, one's in the West, but they're both up there, Yeah, well, I like to do small rankings. At the end of the year, I do lists the best fights, the best events, and it's always my top 10 is always TKO and Unified events. It's basically just that. So they're surely the two best promotions. And just to come back a little bit about the fight that you're gonna have now in the UFC. If everything went according to plan, how does it end? Well, if everything goes according to plan, obviously I'd knock him out without taking any damage. But I mean, I don't expect that to be the case. I think it's going to be a tough fight. Yeah, for sure, and must be exciting too that UFC is coming more and more to Canada, because I know you guys, when you sign, you'll want to fight elsewhere. You'll want to visit parts of the world and fight there, but it's cool for you guys to see that at least 3 times a year you're probably gonna have a hometown gig. Yeah, I'm okay with it. I've flown all over the world for the last few years fighting, and I like doing that too. I like seeing parts of the world, but I'm not bummed about staying at home and being able to fight in front of my hometown too. That's awesome. Of course, and now that you're there, are there names? Are there people that without calling out anybody? Are there people that you say, I need to fight that guy in the heavyweight division, or you'll just take the fights that are given to you and try to get to the top the faster you can? Yeah, I don't have any specific names. It's a common question a lot of people are asking, but there's nobody that comes to mind.
I'll fight whoever they want me to fight. I have no problem with that. It's just my priority would be fighting a lot of fights. So give me whoever wants to fight the soonest, you know? Hey, you just answered my next question. I wanted to know how active did you want to be. So you want to fight like the more fights that you can. Yeah, I like fighting ideally like 4 times a year. I don't know if I'll get that with UFC, but I definitely want like 3 at least, you know? Yeah, for sure, man. So I'm gonna let you go and do on your stuff. I thank you very much for taking the time to speak with us today. It was amazing, and we'll be rooting for you hard on that card, man. When there's UFC cards in Canada, we have to do our jobs as journalists, but we don't fake, and we make sure that we root for the Canadian guys. That's why we do it. We want to see you guys being successful, like at the highest level of the game. So thank you very much, and I'll be rooting for you, man. Sounds good. Thanks for having me, man. Appreciate Thank you. it. Bye. All right, bye. Voilà, c'était le Fabercast cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Un énorme merci à Johnny Zemouli. Vraiment très intéressant comme entrevue. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis encore plus excité de voir que ça débloque finalement, qu'on va potentiellement avoir des Cope et Joe dans un avenir, je vous dirais, à court, à moyen terme. Et puis ça, c'est très excitant pour le monde de Joe comme moi. Finalement, a big thank you to Felicia Spencer, the Canadian out of Montreal, Quebec. That's gonna be fighting Chris Cyborg, one of the most legendary women ever. Thanks a lot for the time, Felicia. It was awesome, and I look forward to doing this again. And finally, thanks a lot to Tanner Boser. Huge opportunity for him to be fighting in the UFC for the first time in his hometown, and I'm really glad that you took the time to speak with me, and I look forward to do this again with you too, man. So, merci beaucoup à mes invités. Suivez-les sur leurs médias sociaux. Et pour moi, ben, suivez-moi aussi. Abonnez-vous. C'est le fun d'avoir des abonnés. On se sent valorisé, puis tout. On se sent plus important. Non, mais pour vrai, abonnez-vous à MMA Talk, c'est important si vous voulez pouvoir suivre l'actualité des MMA, là, tout simplement. Donc sur Facebook, c'est MMA Talk, sur YouTube, c'est MMA Talk, Instagram, c'est THE MMA Talk, sur Twitter, THE MMA Talk, et finalement sur les internets au MMAtalk.ca sur le nouveau site. Allez voir ça, c'est très beau, c'est très le fun. Et puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du Fabercast.